alors c'est aussi toute la particularité de votre définition de l'écologie. J'aimerais bien que vous nous la donniez précisément. Pour vous, l'écologie, c'est quoi? Eh bien, ma définition, elle n'est pas si intéressante que ça. En revanche, il y a celle des chercheurs et des chercheuses qui rappellent bien que c'est une discipline, l'écologie à la base. Donc, c'est l'étude de la science des relations entre les espèces humaines et non humaines. C'est les choses qui nous lient, c'est le liant. L'écologie, c'est précisément une question de lien. C'est éminemment une question de lien, et d'abord une question de lien. Donc, c'est en rien l'apanage seulement du climat, ni de la météo, ni même seulement de la biodiversité. C'est pour ça qu'en fait, d'ailleurs, quand je me définis pour une activiste pour je pourrais dire simplement le mot écologie, parce que ça englobe du coup la question climatique, la question sociale, la question de la biodiversité, des espèces. Et le terme est important parce que, vous voyez, on se parlait souvent d'environnement, d'action pour l'environnement, de combat pour l'environnement. Et en fait, c'est un terme qui, alors grâce à l'anthropologue Philippe Descola, beaucoup, lui, il a beaucoup déconstruit le mot nature. On parlait de nature, mais en fait, il dit la nature n'existe pas. C'est étonnant cette phrase, la nature n'existe pas. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que lui, il a étudié beaucoup d'autres peuples, beaucoup d'autres civilisations, et montrait qu'en fait, eh bien, il n'y a pas quelque chose comme un être extérieur. On se pense dans plein d'autres manières d'être au monde, on se pense précisément en interaction constante avec ces espèces, avec les arbres, avec les rivières. Elles font partie de notre culture finalement. Et donc que la distinction nature-culture qu'on fait dans nos sociétés occidentales est une construction, une fiction. Et donc en cela, l'idée d'un environnement me parle pas beaucoup. Parce que l'environnement, c'est ce qui nous environne, c'est ce qui nous entoure. Donc du coup, on s'exclut de celui-ci. Or, c'est absolument pas un combat pour l'environnement qu'on fait. Parce que, comme je disais au tout début, c'est nos corps qui sommes d'abord menacés aussi. C'est dans le lait maternel qu'on retrouve des microplastiques. C'est nos aînés qui meurent des canicules aujourd'hui en France en 2023. C'est nos enfants qui ne pourront plus respirer un air pur d'ici quelques années. Puis c'est déjà même le cas pour 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air en France. Vous voyez ? C'est pas que la nature, c'est pas quelque chose qui nous environne, on en fait éminemment partie. Vous expliquez aussi qu'on peut avoir la tentation de l'impuissance, mais qu'il faut absolument la dépasser, la tentation, le sentiment d'impuissance plutôt que la tentation, la sensation. Les deux aussi, en fait, il y a aussi une tentation d'impuissance, mais ça c'est quand on a le privilège de choisir une impuissance. Pour beaucoup, elle est subie, mais parce que le constat de départ, c'était de me dire, il y a tellement de gens autour de moi, je sais pas si c'est votre cas, mais qui me disent, ou que je vois, ou même un sentiment que j'ai ressenti, que la chose publique nous échappe. Qu'on serait un peu comme passager d'une voiture, passager arrière, et puis qu'on verrait défiler sous nos yeux le paysage, sans jamais rien pouvoir y faire. En sentant que et donc c'est d'ailleurs tout le regard cynique qu'on peut avoir sur l'existence, c'est à quoi bon, tout ça est tellement vertigineux, d'autres dessinent à notre place, quoi que l'on fasse, on ne nous entendra pas, on ne nous écoutera pas, rien ne fonctionne, nous sommes trop petits. Et c'est toutes ces phrases qui m'ont toujours semblé très dures, très très dures. Je ne supportais pas, mais je crois que ça vient vraiment de mon enfance et de mon éducation. C'est Primo Levi, il y a un passage très beau dans son livre, à Auschwitz, où en fait, il a un officier, donc lui, il fait très froid, il a très soif, c'était l'hiver, et il arrache comme ça un glaçon pour boire un peu un glaçon. Et là, il y a un officier qui arrive et qui lui arrache des mains le glaçon et qui le balance. Et c'était tellement gratuit comme acte qu'il lui dit « Mais pourquoi ?» Et la réponse de l'officier, c'est de dire « Ici, c'est l'endroit précisément où il n'y a pas de pourquoi. » Et donc, les endroits dans le monde où il n'y a plus de pourquoi, les moments dans l'histoire où il n'y a plus de pourquoi, sont ceux qui sont les plus sombres, je trouve. Et donc, je n'avais jamais vraiment compris, même enfant, cette idée de c'est comme ça, vous voyez. Ne posez plus la question du pourquoi. La fatigue des adultes à la fin ne plus vouloir répondre à cette question. Il y a un âge où on n'a plus le droit de demander tout le temps pourquoi tout, de questionner des choses qui sont censées être immuables. C'est comme ça. Le système économique, c'est comme ça. Le système politique, c'est comme ça. On ne peut faire autrement. Et c'est ça qui crée l'impuissance. C'est de ne pas réaliser, c'est de se tromper dans la distinction des mythes et des fictions. Très rapidement, c'est que la seule réalité avec laquelle on ne peut négocier, ce sont les limites planétaires. On a 9 limites planétaires qui ont été délimitées par des chercheurs norvégiens et suédois. On a déjà dépassé 6. Si on atteint des seuils
Au-delà de ces seuils critiques, en fait, on rentre dans des systèmes d'instabilité climatique, d'instabilité de la biosphère. Et donc là, on voit dans l'emballement. C'est-à-dire que dans les modèles mathématiques sur les ordis, c'est pas juste un peu pire à chaque fois, c'est vraiment là, on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Ça devient un peu hors de contrôle. Donc ça, voilà, on s'inscrit dans un monde qui est limité. Que ça nous plaise ou non, on manque d'eau là cet été en France. Que ça nous plaise ou non, si le climat se réchauffe trop, eh bien, on va avoir des étés caniculaires. Que ça nous plaise ou non, la forêt amazonienne se met à émettre plus de CO2 qu'elle en absorbe à cause des feux de forêt. Donc ça, on ne peut pas négocier avec ça. C'est là la seule réalité, ce sont ces limites-là. Après, comment est-ce qu'on habite le monde à l'intérieur de ces limites Eh bien là, c'est éminemment une question. Je dis en rien que c'est facile, hein. Je dis en rien que changer ton modèle économique entier. Tout ça, bien sûr que c'est compliqué, ça demande du temps, ça demande du travail. En revanche, c'est une fiction. Une fiction, c'est une histoire qu'on se raconte pour faire sens. On consent à une fiction économique. C'est vous et moi, on décide qu'un billet de 10 euros vaut 10 euros parce que c'est pratique pour diluer l'échange dans le temps. Et donc, eh bien, il vaut 10 euros parce qu'on y consent. Mais c'est là une fiction. Si vous me dites non, bah non, je refuse. Et qu'est-ce que c'est ce bout de papier? Mais tout s'effondre d'un coup. Je veux dire, ça ne marche plus. Tout repose sur la confiance. Donc les fictions reposent sur une confiance. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut décider de désobéir, de refuser, de renoncer à des fictions qui menacent les conditions même d'existence. D'où l'idée du soulèvement, qui est donc vital. Pour vous, c'est vital. Il faut y aller. Pas seulement pour moi. Il est vital pour les gens que je rencontre dans mon activisme qui meurent déjà des conséquences du dérèglement climatique et qui sont bien plus nombreux et nombreuses que ce qu'on peut imaginer. En fait, moi, je travaille beaucoup là sur une pipeline, enfin pas sur la pipeline, contre pipeline du coup finalement, en Ouganda, entre l'Ouganda et la Tanzanie, parce que c'est fait par une entreprise française, Total Energy, et une entreprise chinoise qui s'appelle KNOC, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, j'ai pu rencontrer ces personnes-là. Et dans mon quotidien, c'est de rencontrer des activistes partout à travers le monde qui viennent, ou qui nous contactent, ou qui viennent aussi en Europe, pour nous dire, voilà, en fait, ce sont vos banques qui financent ça, c'est votre développement, c'est votre responsabilité aussi historique, qui font en sorte que nous sommes quelque part victimes d'une guerre que nous n'avons jamais déclenchée. Et ils sont, eux, en première ligne vitale des conséquences du dérèglement climatique. Ce sont des personnes qui doivent quitter leur terre, qui sont obligées à la migration. Ce sont des personnes qui voient, là je parlais avec quelqu'un des îles du Pacifique, et elle dit, nous, c'est la première fois dans l'histoire que des pays entiers sont menacés de disparition. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres, il y a eu des nations qui ont disparu, il y a eu des États, il y a eu mais un territoire entier qui disparaît sous les eaux, c'est nos petites îles du Pacifique. Il y a des territoires qui vont être rayés de la carte, il y a des pays qui n'existeront plus. Et c'était bouleversant de l'avoir et de dire, mais imaginez ce que ça fait. Quand on vous dit votre pays n'existera plus. Après vous, peut-être que dans votre vie, vous allez assister au moment où votre pays n'existera plus. Et en fait, c'est aussi pour ça que je fais tout ça. C'est pour ces gens que j'ai la chance immense de pouvoir rencontrer et de voir dans leurs yeux, quelque part, notre responsabilité aussi à nous, dans un pays où, alors en ce moment c'est un peu délicat, hein, mais où en tout cas, il nous est encore permis une forme de contestation sans risquer nécessairement la peine de mort, sans risquer d'être tué, parce que c'est le cas de... Vous savez, il y a un activiste dans le monde tous les 3 jours qui est tué, en moyenne. Un activiste environnemental seulement. Hein. Donc éminemment beaucoup au Brésil, en Amazonie, mais c'est énorme. Donc dans un état de droit, quand bien même il est de plus en plus difficile de le faire, il est d'autant plus urgent de le faire, je trouve. Vous évoquez la peur aussi, qui peut être motrice et dont on accuse parfois les écologistes d'agiter devant nos yeux. Mais vous dites, en fait, justement, il ne faut pas avoir peur de la peur, en fait. Il ne faut pas, en fait, il faut pas se tromper de peur, d'abord. C'est-à-dire que la peur fait partie de notre monde politique. On est gouverné par des fausses peurs, je trouve. Là, pour le coup, c'est subjectif. Moi, je trouve que c'est des peurs factices. Par exemple, quand on va créer la peur de l'autre. On crée la peur de l'inconnu et donc de l'altérité. Et tous les débats politiques qu'on a pu avoir sont quand même vraiment centrés souvent sur cette question, hein, la question de la peur de l'autre. Et donc, on va gouverner par l'idée de dire, il y a une peur qui, pour moi, est créée de toutes pièces. Mais moi, je suis le sauveur, je vais vous permettre de lutter contre cette chose qui vous fait peur, donc votez pour moi, et je vais maintenir cet ordre, ça va aller, machin. Donc, les peurs sont déjà présentes dans l'espace public. En revanche, ce sont des peurs qui sont complètement factices pour moi, et même dangereuses.
En revanche, il y a des peurs légitimes. C'est-à-dire que quand avoir un sentiment de peur face à un monde malade, c'est plutôt sain, c'est une réaction saine. La maladie, elle n'est pas de ce côté-là. L'anomalie, elle n'est pas de ce côté-là, au contraire. Ce qui m'inquiète, c'est beaucoup plus le cynisme et la froideur avec laquelle certains dirigeants sont capables de prendre des décisions dont ils savent pertinemment qu'ils condamnent et qu'ils embarquent dans leur chute une partie du monde vivant et de générations qui n'habitent pas encore le monde. Ça m'inquiète beaucoup plus, ce cynisme et cette froideur-là, qu'une inquiétude, qu'une angoisse profonde nichée en nous, dans justement dans lequel ce sentiment, l'impuissance se nourrit de ce sentiment. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que à la base, la peur, c'est quelque chose qui est inventé par notre corps, qui est un réflexe vital. Si une voiture nous fonce dessus, si on n'a pas peur, eh bien, on va se faire rouler dessus. Donc, on va mourir, a priori. Enfin, ça va pas être super agréable. En revanche, si on a une peur à la hauteur du danger, on va pouvoir faire des signes au conducteur pour qu'il change sa route, on va pouvoir fuir, faire un pas de côté. Et en fait, il y a des peurs qui nous sauvent. La peur peut être quelque chose qui nous sauve. En revanche, tout l'enjeu est dans ce qu'on en fait. C'est-à-dire, soit on refuse d'en parler. Pour moi, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de me dire, attention, pas trop faire peur, il faut parler, il faut être positif, il faut parler de solutions, il ne faut pas trop angoisser. Faut pas trop... Donc du coup, ni punitif. Il y a une réalité, mais vous voyez, c'est le sentiment qu'on pouvait avoir, que moi j'avais quand j'étais petite fille, et qu'on nous demande quand on est chez le médecin d'attendre dans la salle d'attente. Je trouvais ça horrible comme sentiment, vous voyez, de ne pas savoir ce qui se passe, de nous déposséder un peu de notre propre diagnostic. Il y a cette chose pendant que c'est nos parents qui le font. C'est-à-dire que moi, si je vais chez le médecin, j'ai envie qu'il soit capable de me dire voilà ce qui vous arrive, voilà, ni plus ni moins. Et après, ça m'appartient en effet ce que j'en fais. Est-ce que je veux me traiter? Quels sont les effets secondaires? Comment? Voilà, tout ça est un objet de débat. Mais en revanche, j'ai pas envie de lui dire mentez-moi parce que je voudrais pas avoir trop peur. C'est très étrange. Personne fait ça. Je veux dire, c'est très bizarre. Mais c'est un peu la même chose. Je veux dire, je suis désolée. Le fait est que l'état actuel climatique et biologique du monde n'est pas génial. Bon, ça, voilà, il faut le dire. On ne peut pas mentir pour... il est temps de plus croire au Père Noël à un moment donné. Donc, une fois que c'est le cas, une fois qu'on le dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et si on a, du coup, une peur à la hauteur de l'urgence, eh bien, c'est le meilleur moyen... Vous savez, le meilleur moyen d'éviter la catastrophe, c'est de l'anticiper. Parce que s'il y a un feu dans notre maison et qu'on est incapable de prévoir le feu, de savoir comment réagir en cas de feu, eh bien, le jour où c'est vrai, ça arrive vraiment, on va plutôt gêner les pompiers, en fait. On va paniquer, on va pas être prêt. Donc, je crois que le meilleur moyen d'éviter les catastrophes, c'est de les penser comme étant possibles d'advenir et donc de les préparer. Et c'est pour ça que la peur, il ne faut en rien l'extraire de l'espace public et de l'espace politique, parce que sinon, ce que ça fait, c'est que on le relègue dans l'intime. Et c'est là où c'est dangereux, parce que ça nous abîme, ça nous ronge, on en a honte, on se sent seul, et c'est là vraiment où la peur crée de l'apathie. C'est là et seulement là où la peur crée de l'apathie, c'est quand c'est une peur qui nous rend seuls, qui nous rend solitaires. Vous décrivez, comme Salomé Saké le décrit dans son dernier livre, la jeunesse est en feu et effectivement a tout à fait conscience, en revanche, de la situation. Eh bien, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'en fait, moi, oui, j'ai la jeunesse autour de moi, parce que ma bulle, et les gens que je côtoie, et donc évidemment que j'ai envie de vous dire empiriquement, bien sûr, les jeunes sont beaucoup plus engagés, c'est une question de génération climat, etc. Sauf que, quand on regarde, et dans l'histoire et dans la sociologie, déjà dans la sociologie, il y a des chercheurs du CEVIPOF qui ont montré, donc l'Institut de recherche de Sciences Po, qui ont regardé tous les mouvements, enfin pas tous les mouvements, mais qui ont étudié beaucoup de mouvements justement écologiques, et qui ont montré que c'est en rien une question d'âge. On peut avoir l'impression, parce que le traitement médiatique qui a été fait, l'engagement écologique qui a été mis beaucoup en avant, c'est celui des marches pour le climat, des très jeunes, des grèves de l'école, etc., donc, qui en effet étaient très jeunes. Mais en réalité, quand on regarde dans les associations, 3/4 des bénévoles sont des personnes retraitées. D'où l'importance de partir à la retraite aussi en bonne santé. Voilà, c'est pas gagné. Mais donc, non, mais voilà, c'est plus tout à fait d'actualité, mais encore un peu. Mais donc, en fait, il y a aussi cette question de se dire, moi, les premiers écolos que je connais, ce sont mes parents, mes grands-parents aussi. Ce sont eux qui vont, même c'est assez drôle, on a fait plein d'actions plus locales où c'est eux qui vont connaître les PLU, qui vont aller faire les réunions publiques, qui vont connaître le maire, qui vont aller tracter. Et puis, on est aussi une génération très climato-sceptique. On a de plus en plus de climato-sceptiques en France. Chez les jeunes notamment, les dernières études, c'est 17% des moins de 25 ans sont climato-sceptiques en France aujourd'hui. Comment on peut expliquer ça? Ouais, comment je vais répondre dans une seconde, mais d'ailleurs c'est assez flippant. Mais juste, c'est pour finir cette question de génération, c'est très important pour moi parce que
Si on crée un clivage générationnel, on se trompe d'endroit. Vous savez, dans l'espace médiatique et politique, il ne peut pas y avoir beaucoup de polarisation, parce que quand on est face à un plateau, c'est un pour un contre. Donc si on pense que c'est là le problème, je vais me retrouver à devoir être Camille a 25 ans, très bien, on va donner la parole à quelqu'un de 70 ans. Vous êtes boomer, oh là là, c'est une petite jeune effrontée. Et donc en fait, le débat est complètement stérile et inintéressant, c'est pas ça qui se passe. C'est pas moi contre mon grand-père, c'est moi contre, par exemple, un PDG d'une entreprise fossile qui s'assure qu'on reste bien dépendant du pétrole. Là, il y a une vraie polarité. Là, il y a un vrai rapport de force. Là, il y a une vraie fracture qui est intéressante et qui est importante politiquement et qui crée quelque chose. Donc, n'oublions pas déjà que dans l'histoire, l'écologie on n'a rien inventé, et que aussi, on est aussi une génération très contradictoire. On est aussi une génération qui fait la queue pour par exemple Chine de fast fashion, qui surconsomme, parce qu'on est né dans la surconsommation, dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, je crois qu'on perd beaucoup de temps avec cette fracture générationnelle. Déjà, elle ne correspond en rien dans la réalité, donc passons. Et en plus de ça, je ne crois pas que ce soit très intéressant de se penser par rapport à notre âge. La manière dont on habite le... Moi, je connais des vieux boomers, je peux vous dire, et des très jeunes boomers aussi. Comme je connais des très vieux écolos, comme des très jeunes écolos. Et sur la question de maintenant de pourquoi on a de plus en plus de climato-sceptiques, alors, c'est qu'une théorie que je vous donne, c'est que on a toujours l'idée que les vérités, elles passent par plusieurs étapes. D'abord, elles sont pas considérées du tout, elles sont ignorées. Donc, pendant longtemps, l'écologie, c'était quand même pas un sujet. Je sais pas si vous pensez aux écolos d'il y a longtemps. Moi, je vois ma mère, c'était vraiment un non-sujet, quoi. Après, on les moque, on est moqué. Donc là, c'est toute la période de grandes blagues. Et voilà, ils sont mignons, les écolos. En fait, bon, ça, c'est partout, on a. Et ensuite, elles sont combattues, les idées. Donc là, je pense qu'on arrive au moment où même moi, dans ma courte échelle de militantisme, je l'ai senti, comment c'était un non-sujet, on était dans les rubriques à la fin, on était les quelques minutes à côté, on était la journée spéciale, on était ensuite comment on a été moqué en long, en large, en travers, et comment là, vraiment, on commence à faire peur. Et je l'ai vu avec la promo de mon livre, les réactions de toutes parts de certains ministres, de politiciens. En fait, je me dis, wow, ok, là, vraiment, en fait, c'est un sujet qui commence à terrifier l'ordre établi, l'ordre en place. Donc, on est à ce moment de fracture. Donc, c'est normal et évident que derrière l'ordre de bataille se muscle, bien sûr. Donc, quand nous, sur le terrain des idées, on est en train de faire émerger que l'écologie est quelque chose d'urgent, d'important, que c'est pas que pour les générations futures, que c'est maintenant. Évidemment que de l'autre côté, ils disent, bon, on va peut-être payer un peu plus de climato-sceptiques, vous mettez des algorithmes qui mettent des articles en premier. Enfin, évidemment qu'on muscle le discours contraire. Je veux dire, c'est presque bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais, et pour cette raison-là, et pour d'autres que vous expliquez dans votre livre, il y a des raisons d'espérer. Et c'est aussi un livre qui n'est pas triste, au contraire, qui donne envie d'agir. J'espère. Sinon, sinon c'est raté. Oui. Sinon, c'est bien raté. Non, en fait, parce que l'espoir, pour moi, c'est un espoir lucide. Et que je cite un passage sur Rebecca Solnit, qui est une autrice américaine que je trouve merveilleuse, parce qu'elle travaille sur des périodes très sombres de l'histoire. Donc, elle a notamment sur la guerre en Irak. Et en fait, elle montre que c'est parce que c'est incertain qu'il nous est permis d'espérer. Et même seulement parce que c'est incertain. Si on vivait avec l'idée du grand soir, vous voyez les t-shirts où c'est écrit « nous reste 100 jours à vivre, 120 jours à vivre, 200 ». Si c'était vraiment cette horloge où tout allait exploser. Dans les films qu'on a pu voir, le traitement qui sont faits dans les films, par exemple Don't Look Up, vous voyez cette météorite qui arrive où il nous reste quelques heures, quelques mois, quelques semaines, quelques années avant une grande explosion. Et bien là, en soi, si on était condamné à cela, en fait, on n'aurait plus de raison d'espérer, on n'aurait même plus de raison d'agir. Moi, je serais pas en train de faire ça. Si j'étais sûre que ça allait arriver, arrêtons, quoi. Je serais en train sûrement de naviguer à travers je sais pas quel océan. En revanche, on n'est pas non plus dans la situation où on est certain que rien n'arrivera. C'est-à-dire que des effondrements sont déjà parmi nous partout. On perd par exemple les espèces d'oiseaux. Là, en ce moment, la dernière étude, c'est sur les oiseaux des champs. C'est catastrophique. La biodiversité. On va atteindre 1,5 degré en 2027, là, au rythme où on en est. Donc on est sur quand même quelque chose où il y a déjà beaucoup de raisons de s'indigner là maintenant, sans même penser un demain. Juste là maintenant, il y a que des raisons en fait d'avoir une indignation qui nous lève, qui nous élève. Et donc, c'est dans cet entre-deux, dans l'urgence et en même temps dans le temps long, dans l'incertitude, que réside l'action. Parce que l'action est donc l'espoir aussi. Parce que l'espoir, pour finir, c'est cette idée que... Il y a Georges Didier Berman, qui est un philosophe qui est merveilleux,
et qui fait je recommande, qui fait des livres, mais là, je l'ai de l'autre côté. Il fait des conférences pour les enfants. C'est un philosophe qui fait des livres sur l'obéissance, la liberté, les émotions. Il fait pour la base la recherche, hein, mais il a aussi fait ça pour 3 conférences. On a fait seulement pour les enfants. Et je le lis en étant plus enfant, mais c'est parfait, c'est magnifique, parce que quand on parle d'un enfant, on est obligé d'enlever tous les artefacts. Et il parle de ça, il dit en fait, désobéir, c'est ce qui me permet, désobéir à ce qui est injuste, c'est ce qui me permet de retrouver de l'espoir, parce que c'est retrouver aussi la liberté digne, c'est retrouver la liberté digne de regarder en face, c'est être capable de regarder en face, c'est être capable de se dire, bah moi je vais pouvoir me regarder dans un miroir, moi je vais pouvoir regarder mes enfants dans les yeux, je vais pouvoir, si je meurs demain, ne pas avoir trop honte de mon existence en fait. Et c'est un peu là que tout se joue. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup encore d'espoir, aussi pour cette question de dignité. Moi, si je le fais, c'est pas, sincèrement, pas franchement parce qu'on m'aurait prouvé par A plus B que ça marche, mais parce que je sais que je ne supporterai pas le monde autrement. Et que je le fais par dignité, par la question à laquelle je réponds. C'est pas tant est-ce que je vais sauver le monde, mais plutôt qui je veux être, en fait, pendant la courte période pendant laquelle je vais habiter le monde. Qui je veux être quand j'habite le monde.